Les histoires au coin du feu. C'est un petit podcast où nous parlerons histoire, légendes, récits qui font peur, histoire du temps passé. Toutes ces petites histoires qu'on aime à se raconter au coin du feu. Prenez une boisson chaude, asseyez-vous confortablement et c'est parti. Bonsoir. Cela faisait longtemps que vous n'étiez pas passé me voir. Le temps s'est refroidi, n'est-ce pas? Entrez, installez-vous confortablement. J'espère que les chiens ne vous dérangent pas. Les amis me les ont laissés en garde cette semaine. Ils sont encore jeunes et très joueurs, mais ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas méchants. Ah, l'hiver. J'ai toujours aimé le retour de l'hiver. Je crois que je suis une créature du froid. Un peu comme ce petit husky qui jappe au moindre flocon de neige. Tiens, justement, si je vous racontais une petite histoire de chien, une histoire où les chiens ont sauvé des vies, de très nombreuses vies. Cette histoire commence à la fin de 1924, par une froide soirée, bien plus froide qu'aujourd'hui. Et si je rajoute que notre histoire se passe en Alaska, au cœur du territoire inuit, vous comprendrez la situation. Là-bas vivait le docteur Welch, un des rares docteurs blancs de la région à l'époque. Quelques jours avant Noël, un message arrive à Nome, là où travaille et vit le docteur. Il semble qu'un enfant du petit village voisin de Holy Cross soit brutalement tombé malade. L'enfant est fort mal au point. Seul malade du village, semble-t-il. Le docteur Welch lui diagnostique ce qui semble être une forte angine. Rappelons que nous sommes en 1924, et ce genre de maladies peuvent vite dégénérer, d'autant plus à l'époque. Et c'est ce qui se passa malheureusement. Les symptômes de l'enfant ne firent qu'augmenter, et il mourut le jour de Noël. Cette tragédie ne faisait que commencer. 3 jours plus tard, un autre enfant mourut des mêmes symptômes. La coïncidence était étrange. Le docteur demanda à la famille l'autorisation d'autopsier l'enfant pour en avoir le cœur net, mais celle-ci refusa. Dans les 3 semaines qui suivirent, 2 autres enfants du village moururent à leur tour. Il fallut attendre le 20 janvier et l'arrivée d'un enfant de 3 ans atteint des mêmes symptômes pour que le diagnostic réel apparût enfin. Ce mal qui décimait les enfants fut enfin nommé. La diphtérie était arrivée dans la contrée. La diphtérie, on n'en parle plus trop de nos jours, car elle se soigne très bien. Mais à l'époque, la vaccination n'est pas systématique, même si elle existe. D'ailleurs, le docteur a des antitoxines. Un lot vieux de 6 ans, qui est périmé déjà depuis plus de 6 mois. Pour lui, le risque d'un vaccin périmé est tout aussi grand que la maladie elle-même. Il veut tout tenter avant d'utiliser ses doses d'antitoxines. Malheureusement, dès le lendemain, l'enfant décède. Le risque d'une épidémie est trop fort, d'autant plus qu'une jeune patiente arrive dès le lendemain, soit le 21. Il utilise une des 14 doses qu'il a en stock, mais il est trop tard. Elle meurt elle aussi le lendemain. Entre-temps, le docteur Welch, certain de son diagnostic, devant la vitesse de la contagion, prévient les autorités locales, qui n'hésitent pas une seconde. La quarantaine est décrétée. C'est grâce au télégraphe que Welch appelle à l'aide des grandes villes d'Alaska. Plus de 3000 blancs sont susceptibles d'être touchés. Il lui faut des vaccins au plus vite. On pourra voir au passage qu'il ne prend pas en compte les communautés inuites disséminées autour de lui. Je ne sais pas si vous imaginez la situation pour eux. Au fin fond d'Alaska, en 1924, en quarantaine, avec une épidémie rapide et mortelle sur les bras. En quelques jours, plusieurs décès sont recensés et plus de 50 nouveaux cas sont suspectés. L'information parvient à Anchorage, situé à près de 850 km de là. Des vaccins y sont disponibles, mais il faut les apporter à Nome. Par avion, c'est envisagé, mais il fait moins 30 degrés à cette époque de l'année et jusque moins 50 degrés la nuit. Les 3 avions disponibles datent de la guerre. Ils sont à cockpit ouvert, faits de bois et de tissu. Ils sont totalement inadaptés à la saison. La mission serait du pur suicide. Par bateau, me direz-vous? Non, mais sur la côte. Mais là encore, le voyage serait long, et il n'y aurait sûrement plus aucun enfant à sauver. Il ne reste donc qu'une solution, la voie terrestre. Beaucoup plus longue, mais plus sûre. C'est d'abord le train qui est choisi. L'antitoxine réquisitionnée sera transportée à Nenana, ville la plus proche de Nome. Mais il y a encore des centaines de kilomètres à couvrir au plus vite. Et c'est là que les chiens rentrent dans cette histoire. On va alors faire appel aux mushers, des traîneaux tirés par des huskies, des chiens des neiges. On va demander à une poignée d'hommes et de chiens de réaliser l'impossible, couvrir les 1050 km qui séparent Nenana de Nome au plus vite. En tout, 20 équipages vont se succéder jour et nuit, couvrant pour certaines jusque 150 km en une étape.
Le premier part le 27 décembre, dans la journée, soit à peine 3 jours depuis l'appel à l'aide, et 5 jours plus tard, Gunnar Kaasen, le dernier relais et son traîneau arrivent à Nome avec les 300 000 unités de médicaments. Parmi ces chiens, on trouve en tête Balto, qui est devenu célèbre. Une deuxième équipe part et reproduit l'exploit entre le 8 et le 15 février. Ces hommes firent ces voyages gratuitement. En effet, le contrat était clair, cette mission était purement humanitaire, et aucun d'eux ne fut rétribué pour cet exploit. Le bilan de ce sauvetage fut positif. Seuls 5 morts sont recensés, mais n'oublions pas que le docteur Welch ne comptait que les Blancs. Le nombre de morts chez les Inuits nous reste inconnu. Et que reste-t-il de cette histoire aujourd'hui, me direz-vous? La renommée de Balto et des autres chiens a traversé la mémoire. Balto aura même le droit à une statue dans Central Park en souvenir de cet exploit. Une inscription y est gravée. Cette statue est consacrée à l'esprit invincible des chiens de traîneau qui ont transmis par eux les lentitoxines sur 600 000 de glace rugueuse à travers les eaux déloyales par les tempêtes de neige arctiques de Nenana au soulagement des Nome en détresse pendant l'hiver de 1925. Le corps de Balto fut naturalisé après sa mort à 14 ans et il est toujours exposé au musée de Cleveland. Un dessin animé fut fait en son honneur. Plusieurs films retracent cette histoire. Cette histoire où des chiens ont permis de sauver des hommes. D'autres chiens ont marqué l'histoire. Qui sait, si ça vous intéresse, vous reviendrez ici et je vous raconterai une autre de ces histoires au coin du feu.